Bonjour, bienvenue sur le podcast Floraison. Exceptionnellement, nous diffusons ici 4 épisodes provenant du podcast Rebelles du genre. Ces 4 épisodes donnent la parole à Fran et Amal de DGR France, Deep Green Resistance, et à Banshee de Floraison. Elles racontent leur parcours féministe et reviennent sur l'annulation de notre conférence Écoféminisme et résistance à la Maison de l'écologie de Lyon en novembre 2022. Vous pouvez également retrouver tous les podcasts de Rebelles du genre sur Spotify et sur YouTube. Bonne écoute. Je m'appelle Fran, je vais avoir 31 ans. Ça fait 6 ans maintenant que je suis dans le milieu militant. Ma porte d'entrée, ça a été le féminisme. Et puis ça a été avec la découverte de tous les systèmes d'oppression jusqu'à arriver à la caisse de l'écologie. Et donc aujourd'hui, le grand sujet de ma vie, c'est l'écoféminisme. J'ai fait pas mal de militantisme de terrain et puis du coup un peu de théorie aussi parce que il faut. Aujourd'hui, je m'investis dans un mouvement qui s'appelle Deep Green Resistance, donc en abrégé DGR, qui est présent en France et dans plusieurs autres pays du monde et qui est le seul mouvement écolo à garantir une ligne féministe radicale. Et je suis là aussi pour y veiller, entre autres. Bonjour et bienvenue sur le podcast Rebelles du genre. Nous sommes des femmes militantes pour l'affirmation et la protection des droits des femmes basés sur le sexe et donc notre biologie. Le sexe est la raison de notre oppression par les hommes. Et le genre en est le moyen. Nous sommes les rebelles du genre. Nous observons aujourd'hui avec fureur des hommes qui envahissent nos espaces, agressent nos sœurs, revendiquent nos droits. Conditionnées à la gentillesse et touchées par leur victimisation, les femmes mettent en général un certain temps à comprendre l'arnaque du mouvement transactiviste et commencent souvent par soutenir cette idéologie. Puis elles ouvrent les yeux, constatent sa violence et la refusent. Ce podcast est là pour donner la parole à des femmes qui expliqueront pourquoi et comment elles sont devenues critiques du genre et qui témoignent de leur parcours. Écoutons leurs paroles. Moi, j'ai grandi dans une famille où il n'y avait pas de valeurs féministes et personne dans notre entourage n'était féministe. Je pense qu'un des éléments qui a amené au fait que je développe une conscience féministe, c'est le fait que j'ai 3 sœurs et pas de frères. Malheureusement, on avait aussi un père violent. Et ça, associé à toute l'ambiance et tout le patriarcat qui est présent dans notre civilisation, a fait que j'ai fini par m'égarer. J'ai subi pas mal de violences et puis j'ai fini dans une relation toxique. Et je pense que ça a été un peu l'élément déclencheur pour moi, pour ma conscience féministe. Parce qu'à un moment, j'ai commencé à me dire, mais en fait, tout ça, c'est pas normal. Et puis de là, tomber sur une phrase féministe m'a fait faire un peu de tilt dans ma tête. Et puis ensuite, lire un article juste comme ça. Et puis de plus en plus, tu lis des articles, tu lis des livres, tu commences à aller à des conférences, des événements. Et à l'époque, je venais d'arriver à Paris. J'étais toute seule, j'y allais toute seule. J'étais super timide, je parlais jamais. Mais par contre, j'engrangeais beaucoup, beaucoup d'informations partout où j'allais. Et puis voilà, ça finit par m'aider à développer vraiment une compréhension du patriarcat et une conscience féministe. Et puis MeToo est arrivé. Et j'ai eu la chance de faire partie des femmes qui ont organisé le premier rassemblement MeToo en France qui a eu lieu à Paris, place de la République, donc en 2017. Et lors de la préparation de l'organisation de cet événement, on s'est posé des questions, notamment on voulait mettre en place un espace de parole pour les femmes sur la place de la République, donc en plein Paris. Et du coup, on se posait la question de comment pratiquement on pouvait faire. Et puis il y a une femme qui a commencé à dire ah oui, mais du coup les personnes trans, vous en faites quoi? Et moi, ayant un peu bêtement assimilé toutes les phrases qu'on trouvait déjà un peu à l'époque sur les réseaux sociaux, même si c'était beaucoup moins présent qu'aujourd'hui, j'étais là oui, mais les personnes trans c'est important, oui, mais il faut les inclure dans l'espace. Et je crois que la grande chance que j'ai eue dans ma vie et dans mon parcours, c'est qu'en fait il y avait une féministe radicale parmi les organisatrices qui a pris le temps de me prendre à part à la fin de la réunion d'organisation et qui m'a dit, OK, alors tu parles des personnes trans, tout ça, mais moi je vais t'expliquer un peu ce que c'est exactement l'idéologie qu'il y a derrière. Et je me revois encore, elle était en face de moi et moi j'étais là en train de prendre des petites notes sur mon carnet. Commencer à me dire, alors voilà, donc il y a une insulte, ça s'appelle TERF, il y a noté TERF et du coup qu'est-ce que ça veut dire et du coup ça m'a évité de m'égarer et de plonger dans cette idéologie et de me mettre à ressortir un peu les phrases que tout le monde sort bêtement aujourd'hui sans vraiment aller chercher le sens qu'il y a derrière. Ça, du coup, cette femme que je remercie infiniment, mais que je vais pas citer pour la protéger, m'a orientée aussi sur des bons contenus, donc tout ce qui est analyse matérialiste des conditions de l'oppression des femmes. Même si à l'époque j'étais encore pas trop politisée, c'est vrai que commencer à me parler d'analyse matérialiste, de Marx, j'avais un petit peu de mal, mais c'est venu avec le temps.
Suite à ça, j'ai eu la volonté de vraiment toujours de comprendre et de continuer à plonger de plus en plus profond dans un peu les rouages de tous ces systèmes d'oppression, dans vraiment comment ça s'imprime au quotidien. Et ça m'a aidé aussi beaucoup, notamment le milieu féministe, à mettre des mots aussi sur mon vécu personnel, notamment tout ce qui est le chapitre des violences et de tous les traumatismes qui en découlent. Voilà, et puis au fil de mon expérience, j'ai fini par atterrir dans le milieu de l'écologie et porter aujourd'hui beaucoup tout ce qui est les valeurs écoféministes. Voilà. Pourquoi penses-tu que cette idéologie est une menace pour les femmes, pour leurs droits, pour les enfants, pour la société, pour la démocratie, et voire même en tant que militante écoféministe, pour la planète, la nature? Ouais, moi, avec un regard écoféministe, je dirais que c'est pas juste une menace pour les femmes et les enfants, mais en fait, c'est une menace pour l'avenir du monde vivant tout entier, carrément. Je m'explique parce il y a un peu d'analyse à voir derrière. Moi, je pense que c'est quelque chose que j'ai mis un peu de temps à comprendre. L'analyse de base dans l'écologie chez DGR, c'est une analyse qui est radicale, dans le sens où on retourne aux racines du problème. Parce que c'est un peu le meilleur moyen de régler un problème, c'est de retourner à la racine, la cause profonde. Et pour nous, en fait, c'est les origines de la civilisation, c'est-à-dire en fait là où on est entré dans l'ère de la domestication du monde. Donc la domestication des animaux, la domestication des sols avec l'agriculture, la domestication des femmes. On les a renvoyées dans la sphère domestique parce qu'elles avaient un rôle reproducteur qui était important pour permettre aux tribus de gagner en force de frappe et puis surtout de gagner en productivité parce que les enfants après deviennent soit des petits soldats, soit des petites mains qui vont dans les champs, voilà. C'est aussi du coup le moment où a été mis en place toute l'idéologie du genre. Et en fait, le genre, c'est un discours qui vient justifier le fait qu'un sexe puisse dominer l'autre. Ce discours, cette idéologie a mis en avant le genre masculin au détriment du genre féminin, en fait. Et je pense que c'est important d'avoir aussi des mots de vocabulaire pour décrire un peu ces deux genres. Et le genre masculin, notamment, c'est celui qui va être l'expression du pouvoir, de la violence et du contrôle. Et c'est le fait aussi beaucoup de ne pas respecter les limites. Donc les limites des femmes, les limites des enfants, les limites de la planète, voilà, les limites des animaux, et du coup de ne pas être capable de percevoir ce qu'il y a autour de soi comme un peu son alter ego. Donc l'altérité des gens. Donc en fait, de se dire que en face de moi, j'ai des entités, mais qui ne sont pas des entités politiques au sens où elles vont avoir leurs besoins propres, leurs finalités propres, qui peut-être n'ont rien à voir avec les miennes, mais de se dire plutôt, en fait, tout ce qui m'entoure est là pour moi et pour me servir. Et le masculin, la masculinité, c'est ça. Et ça s'exprime aussi à travers des démonstrations de force en permanence. Voilà, pour montrer que c'est moi le plus fort physiquement. Et en plus, je suis désolée, mais la force physique à mettre en parallèle avec des fois juste le fait d'être malin, ça vaut pas grand-chose. Et donc c'est un peu ça, c'était un peu le fondement de la civilisation, du patriarcat, de la domestication, qui est un peu le fond du problème. Après, voilà, je vous invite vraiment à aller décortiquer et creuser ce sujet encore plus, notamment à travers un podcast sur l'écoféminisme que j'ai enregistré avec une camarade de DGR et qui est disponible sur Floraison. Et donc en fait, ce qu'il faut comprendre après ça, c'est que du coup les finalités de cette analyse, ce que ça va induire. Alors oui, il y a aussi un autre truc qui est très important, c'est la notion de Dieu et des religions monothéistes. Et notamment les dieux qui vont exprimer un peu la toute-puissance, la transgression de la mort, de la maladie, toutes les choses comme ça en fait. Et ça, c'est aussi les bases de cette idéologie qui va dire que du coup, qu'il faut, c'est réussir à dépasser les conditions matérielles et faillibles de l'homme, parce que c'est des faiblesses, et l'homme ne doit pas être faible, il ne doit être que fort. Et en fait, tout ce discours-là a petit à petit été remplacé par un peu le discours du progrès et aujourd'hui du transhumanisme. Dans le sens où au final, ce qui au début s'imprimait dans le discours qu'on entendait avec les dieux monothéistes dans les religions monothéistes, c'est peu à peu transposé sur un discours où la technologie, au final, c'est ça qui va nous sauver. Et en fait, le transhumanisme aujourd'hui, c'est un peu l'aboutissement de tout ça. C'est en gros de dire que grâce à la technologie, l'homme va réussir à vaincre toutes les maladies, toutes ses faiblesses physiques, tout ce qui matériellement était pénible pour lui. Donc en gros, le fait de se lever le matin, de devoir cultiver son champ, et aujourd'hui tout ça est remplacé par la technologie. Et en gros, tout ce discours va postuler que c'est la technologie qui va nous sauver. Et transposé au transhumanisme, c'est que en fait c'est tout ce qui commence à être fait comme expérimentation aujourd'hui, par exemple les biotechnologies. Et ça c'est un très gros sujet dans le féminisme, et notamment le féminisme radical qui va être critique de la GPA, la gestation pour autrui, mais même aussi la PMA, la procréation médicalement assistée, où tout ça a recours à la technologie en fait. Et du coup, on en arrive aujourd'hui à dire que en fait, on peut remplacer les femmes
on peut remplacer notamment toutes leurs fonctions reproductrices grâce à des utérus artificiels et tout un tas d'autres artefacts et d'autres moyens qui sont tout aussi abominables. Parce qu'en plus de ça, ce qu'il y a derrière, c'est vraiment la volonté de contrôle et de pouvoir, en fait. Parce que aujourd'hui encore, ce sont les femmes qui portent les enfants. Et ça, l'idéologie masculine ne peut pas le supporter. Parce que du coup, elle n'a qu'un contrôle partiel sur le corps des femmes. Même si, au fil du temps, du coup, on l'a beaucoup vu avec la chasse aux sorcières. En gros, ça a été un peu priver les femmes de tout leur savoir et toute leur autonomie sur leur corps, sur les méthodes pour faire venir un enfant au monde, sur la grossesse, même sur tout ce qui va être les soins gynécologiques. Et tout ça, le mettre entre les mains des hommes, faire que ce sont les hommes seuls qui détiennent toutes ces connaissances, et du coup, les femmes deviennent dépendantes des hommes. Et aujourd'hui, en fait, c'est la même chose. Et le transactivisme, il y a un lien très, très, très fort avec le transhumanisme, puisque ça prône l'intervention de la technologie, donc de toutes les technologies médicales, pour dire que, en fait, ce qui va se passer, c'est que on va aller faire des expérimentations, parce que c'est des expérimentations, hein. Quand vous regardez dans le détail, c'est horrible toutes les conséquences de toutes les mutilations génitales qu'il peut y avoir, le fait d'aller prélever de la peau sur un autre endroit du corps pour faire un faux pénis par exemple, toutes ces choses-là, c'est qu'au stade d'expérimentation. C'est faillible, il y a plein d'effets secondaires indésirables et même la prise d'hormones et puis bah du coup ça finit avec la transplantation d'un utérus artificiel sur un homme qui se prétend femme. Et puis bah du coup au final bah on n'a plus besoin des femmes puisque on avait besoin de leur fonction reproductrice pour assurer la pérennité de l'espèce humaine et puis bah du coup maintenant c'est bon quoi. Du coup on arrive à l'effacement total des femmes et in fine avec ça aussi le fait de remettre en question toute cette vérité biologique, le fait que ce sont les femmes qui portent les enfants et bah au final c'est qu'on remplace absolument tout par des machines et même toute la nature qui nous entoure quoi. Par exemple, ça se voit aujourd'hui avec des cellules de viande qu'ils élèvent en laboratoire pour derrière avoir des steaks qui ne proviennent pas d'animaux. Ça se voit aussi avec, par exemple, quand on utilise tous les OGM, bah, c'est pour avoir un meilleur rendement. Et par exemple, on peut faire un parallèle avec ça et une femme qui aurait des difficultés à avoir un enfant. On va la blinder de produits et tout ça pour que derrière l'aider à procréer en fait. Et il y a un parallèle très très fort à faire entre l'exploitation des femmes et l'exploitation de la nature et cette volonté de tout remplacer par la technologie parce que ce sont les hommes qui sont aux mains des technologies et qui du coup ont le contrôle et en plus bah du coup ont le pouvoir puisque derrière les femmes et la nature sont totalement appauvries et sont obligées de se tourner vers les hommes pour avoir ce dont elles ont besoin pour survivre. Voilà, donc en fait on va dire que la grande finalité de tout ça c'est la masculinité qui devient hégémonique, qui devient totalitaire, qui est partout sur la planète. Mais du coup pour moi c'est aussi le synonyme de mort en fait, puisque bah ça veut dire plus du tout de biodiversité, ça veut dire de renoncer à toute forme de nature et du coup de vouloir tout contrôler pour derrière ne plus avoir à accepter les aléas de ce qui nous entoure, que ça soit voilà, je sais pas, une tempête, une inondation, des animaux qui vont venir bouffer dans ton champ, des choses comme ça en fait. Voilà, pour moi la menace elle est là en fait. Et vraiment quand vous observez dans le détail, c'est un discours qui est de plus en plus présent partout quoi. Qu'est-ce qui t'a décidé à témoigner de façon anonyme? Est-ce que tu as déjà subi des pressions, des menaces? Est-ce que tu perçois un danger dans ton entourage personnel ou professionnel? Ou est-ce qu'éventuellement tu as peur pour tes proches? Ou au contraire, est-ce que tu sais parfaitement en sécurité pour parler librement? Alors, je dirais que dans mon entourage proche, j'ai la chance d'avoir fait mon cheminement féministe et ça a fini par convaincre aussi mes sœurs, même si bah, au début, voilà, j'ai eu quelques petits tacles en disant que j'étais transphobe. Aujourd'hui, elles sont toutes parfaitement pro-radfem. En revanche, une très grosse partie de ma vie, c'est le milieu militant dans l'écologie. Et ça, c'est une catastrophe en fait. L'idéologie transactiviste, c'est totalement inséré dans ce milieu et donne lieu à des discours qui sont absolument hallucinants. Et à part DGR, il n'y a aucun mouvement qui se revendique du féminisme radical et qui est l'approche, l'analyse et qui garantisse la ligne féministe radicale en fait. Est-ce que tu peux Euh, développer, là, tu dis des discours ouais. hallucinants, notamment des écologistes. C'est vrai que ça semble un peu incroyable quand même, parce que la chirurgie, les mutilations, les hormones, c'est pas très écolo tout ça. Non, pas du tout, mais en fait, c'est un peu le discours dominant dans la gauche quand tu veux un peu te dire féministe et écolo et anticapitaliste et tout ça, et qu'au final, t'as juste envie de froisser personne et que tu rassembles tous ces discours-là et tu ressors des phrases, mais notamment maintenant, il y a toute une vague qui s'appelle éco-queer,
Voilà, donc c'est l'écologie par et pour les queers. Et il y a une femme que je trouve très très dangereuse qui est à fond dans cette idéologie qui est empreinte de tout le courant postmoderne en fait, dont s'inspire Judith Butler, qui est une des grandes théoriciennes de l'idéologie queer. Bah, c'est Myriam Baafou qui a écrit récemment un livre qui s'appelle Des paillettes sur le compost. Et alors dedans, elle se décrit comme étant une espèce de chamane post-porn. Elle a fait une interview sur Reporter qui est hallucinante, où en gros elle parle de cul tout le temps. Voilà. Moi, j'ai vu un documentaire réalisé par son groupe écoféministe qui s'appelle Voix des Terres et où en gros, elle, ce qu'elle dit, c'est il faut du cul. Voilà, il faut du sexe. Le porno, c'est cool. Moi, j'aime courir à poil dans la forêt. S'il y a pas de salope dans ton groupe, c'est pas normal. Voilà. Alors déjà, pardon, mais c'est totalement déconnecté de l'écologie. Et puis voilà, en fait, tout son livre, enfin, c'est incompréhensible, hein. Mais c'est basé notamment sur, en gros, vraiment la glorification de l'idéologie queer. Et d'ailleurs, elle a préfacé un livre qui est un livre emblématique d'une femme écoféministe qui s'appelle Françoise Daubonne, qui s'inscrit dans la vague féministe des années 70 en France, le MLF, le Mouvement de libération des femmes, que moi j'admire beaucoup pour tout ce qu'elles ont fait. Et Françoise Daubonne, elle tenait un groupe dedans qui s'appelait Écologie et Féminisme. C'est une femme incroyable. Moi, j'ai vu des extraits de discours qu'elle a tenus. Elle était vraiment hyper cash dans ses propos, alors qu'elle était entourée d'hommes et elle s'en foutait. Et en plus, c'est une femme qui a joint la pratique à la théorie, puisqu'on lui doit notamment le fait d'avoir dynamité une partie de une centrale nucléaire à Fessenheim parce qu'il y avait une très grosse vague antinucléaire dans les années 70. Et en fait, cette femme, Françoise Daubonne, a écrit un livre qui s'appelle Le féminisme ou la mort. Voilà, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. La finalité du transhumanisme et de la masculinité, pour moi, c'est comme la mort. Et ben, en gros, Françoise Daubonne, elle tient un peu un discours similaire et elle dit que le féminisme, pour elle, va plutôt représenter tout ce qui est la vie, le fait de porter les enfants, c'est aussi tout ce qui est le rôle du care, donc de prendre soin de soi, des autres, du monde qui nous entoure. Et ce livre, Le féminisme ou la mort, a été réédité récemment et préfacé par Myriam Baafou et une autre femme dont le nom m'échappe. Et il démarre comme ça. La première page, c'est en gros la phrase de Françoise Daubonne qui démarre son livre en disant «Je suis une femme, qu'est-ce qu'une femme?» Point d'interrogation. Et en dessous, on a droit à toute une note de bas de page qui bouffe la moitié de la page en fait, où en gros les deux femmes qui ont préfacé sont en train de dire alors Françoise Daubonne elle disait ça dans les années 70 donc voilà son discours il était carrément réac d'ailleurs elle est contre la prostitution c'est vraiment pas cool la prostitution c'est très bien voilà et donc nous devons le redire aujourd'hui dans les années 2010 que en gros c'est fin année 2010 ou début année 2020 je sais plus trop. Une femme, ce n'est pas la définition que Françoise Daubonne en donne. Une femme, c'est un peu toute personne qui peut se sentir femme. Et d'ailleurs, rappelons-le à ce sujet, les femmes ne sont pas le sujet principal du féminisme. Moi, j'ai lu ça, je trouve que c'est une aberration. J'ai envie de me taper la tête contre le mur. Imagine cette phrase transposée. Les Ouais, les femmes ne femmes ne sont sont pas le pas le sujet sujet principal du principal du féminisme. féminisme. Voilà. Waouh! Imagine ça. Waouh! Imagine ça transposé, par exemple, à Les- tout le discours Oui, suprémaciste blanc. oui, les Bah, Noirs en ne fait, sont les pas le personnes sujet noires principal ne sont pas le sujet principal du Bah non, racisme. Ça n'a aucun sens, en fait. c'est Je veux dire, complètement absurde. mais oui, c'est complètement absurde. Et c'est là-dessus que se base l'oppression et l'exploitation des femmes. Mais C'est sur évidemment. leur corps et leur capacité, le fait de les oppresser. Donc, c'est quoi le sujet du féminisme? Tu ne sais pas. Et puisque le sujet du féminisme, c'est plus les femmes, bah, on sait pas trop, en fait. Moi, j'ai cherché, j'ai essayé de comprendre. J'ai jamais compris. T'as pas de vraies phrases. Mais là, il n'y a rien à comprendre, en fait. C'est de la merde, en fait. Oui, c'est de la merde, c'est de la merde. Et moi, je trouve ça tellement. J'adore Françoise Daubonne. Moi qui porte des valeurs écoféministes, je veux dire, j'admire cette femme qui était une des seules à porter l'écologie dans les années 70, là où les autres femmes ne voulaient pas en entendre parler. Françoise Daubonne, on peut quand même lui reprocher certaines choses, et notamment le fait d'avoir signé une pétition qui est sortie dans les années 70, portée entre autres par Gabriel Matzneff. Alors, c'était une pétition pour faire sortir de prison plusieurs hommes qui étaient accusés de pédocriminalité, il me semble, voilà, et qui du coup glorifiait un peu le fait d'avoir des penchants, des attirances sexuelles pour des enfants et des adolescents, quoi. Voilà, Françoise Daubonne a signé cette pétition et je le regrette énormément. Si elle était encore sur le monde aujourd'hui, j'aimerais bien lui demander des explications à ce sujet. Voilà, malheureusement, elle ne l'est pas. Et je trouve ça encore plus dommageable que pour moi d'avoir signé ça, c'est de ne pas avoir compris quand tu as un regard écoféministe sur les choses, l'importance aussi des enfants
dans tout ça, quoi. Ils sont quand même beaucoup laissés de côté, je trouve. Voilà, après, bah, c'est vrai que les années 70, c'était post-mai 68, qui pour moi était une révolution des hommes par les hommes pour les hommes, soi-disant la libération sexuelle, mais en fait c'est faux, c'est juste la mise à disposition des corps des femmes pour les hommes, où là en plus elles pouvaient même plus se prémunir en disant bah non, parce que je tiens un peu à mon intégrité physique et que ça se fait pas de faire ça. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi ce cadre qui explique les choses là, mais voilà, c'est à ne pas oublier pour le reste. Et donc en fait voilà tout ça, donc ça c'est Myriam Bafou et c'est un peu tout ce qui s'est inséré dans le milieu de l'écologie aujourd'hui. Bah c'est tout ce discours queer qui est présent aussi. Et donc nous DGR en France, vous pouvez taper sur internet, il y a un tas d'articles qui qui appellent à nous cancel, qui nous dénoncent pour transphobie. Enfin il y a une belle collection. Voilà, il y en a d'autres comme Brûle DGR, où par exemple, il y a un collectif qui se vante d'avoir dégagé quelqu'un de DGR de leur week-end militant écolo, puisqu'il est DGR et du coup il est transphobe. Notre camarade avait juste été pris à partie de manière assez malhonnête en lui demandant des explications et de rendre des comptes sur alors DGR, vous êtes taxé de transphobe, donc voilà, explique-toi. Et au final, il a essayé d'expliquer aux gens et bah c'est ça le problème, hein, c'est qu'on nous laisse jamais nous expliquer. Voilà, donc nous à Rennes, on a été dégagés d'une interorga écolo sous le même motif. Et en fait, tout ça fait que aujourd'hui, moi, DGR, si j'y suis, c'est parce que j'estime que c'est le seul mouvement écolo qui ait une analyse qui soit aussi juste et réaliste des choses et aussi honnête et qui, en plus, propose une stratégie et propose de s'organiser de manière efficace. Parce que le milieu écolo, ça fait quand même 50 ans qu'on perd nos luttes, à part la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Il faut voir le temps que ça a demandé, le nombre de personnes que ça a mobilisé, toute l'énergie qui a été déployée dessus. Et ça a été sauvé temporairement. On n'est pas à l'abri qu'un nouveau projet vienne dans les années à venir en disant, bah, en fait, on réquisitionne cette zone pour la bétonner. Donc, c'est une victoire partielle. Et moi, j'en ai assez de perdre nos luttes et de voir que jour après jour, c'est 150 espèces qui sont exterminées et qu'on ne retrouvera plus puisqu'elles ont disparu de la surface de la planète. Et que ben on le voit, tout le monde pose le constat. Aujourd'hui, on voit toutes les modifications du climat qu'il y a. On voit maintenant, je veux dire, même en France, des zones entières. Je vous parle aujourd'hui, là, on est tout début mai. Il y a quelques semaines, c'est le sud de la France. Il y a 1000 hectares qui sont partis en fumée. On n'est même pas en été. Et c'est de pire en pire. Et DGR propose vraiment une stratégie et propose de s'organiser efficacement. Et parce que on est taxé de transphobie et parce que, notamment, ça fait partie de notre analyse, le féminisme radical, et ça a même une des bases et un des fondements, et bah, du coup, on est inaudible partout, on nous laisse pas parler, on nous laisse pas nous exprimer, alors que je vois pas d'autres mouvements aujourd'hui qui ont une analyse des choses aussi justes et pertinentes et qui proposent aussi une stratégie qui, pour moi, est la seule viable. J'aimerais, j'ai pas trouvé. Et nous, on nous empêche de nous exprimer à cause de ça. Et donc, ça devient extrêmement difficile derrière de pouvoir s'organiser. On doit faire face en permanence à ces accusations. Voilà, on a eu plusieurs événements qui ont été perturbés. Et voilà, moi, c'est ça aussi qui m'a poussée à m'exprimer, en fait. Parce que j'en ai marre de me taire et de laisser d'autres qui n'ont pas une analyse aussi profonde et pertinente s'exprimer librement. Juste parce que, un peu, bah, il y a ce dogme de, bah, toi, tu peux parler, toi, tu dois te taire, toi, tu parles, toi, tu parles, toi, tu te tais. Voilà. As-tu une anecdote à raconter sur un événement qui t'a marqué concernant la transidentité ou le transactivisme? Eh ben, je vais en revenir. Je crois que j'ai eu la chance, entre guillemets, là aussi, à l'organisation du premier rassemblement MeToo à Paris, où du coup, il y a cette femme parmi les organisatrices qui m'avait alertée, en fait, et expliqué ce qu'était effectivement cette idéologie du genre. Et je l'ai vue en action pendant le rassemblement, en fait, les méfaits de cette idéologie. Et quelque part, ça m'a permis de me rendre compte vraiment très vite des conséquences matérielles de ce que ça entraînait. C'est qu'en fait, du coup, on s'était décidé sur le fait d'avoir un espace qui soit réservé aux femmes, au sens biologique du terme, si je trouve ça très nul de devoir le préciser, pour que, en fait, ces femmes puissent avoir des cercles de parole et parler entre elles, ce qui est hyper important. Parce que, en fait, c'est notamment quand on partage un vécu commun qu'on se rend compte qu'on n'est pas seul et qu'on est énormément et qu'en fait, on partage toutes ce même vécu. Et ça permet de prendre une conscience de classe, en fait, qu'on appartient à une classe, celle des femmes, qui est dominée par la classe des hommes. Et donc, pour satisfaire tout le monde, avait été convenu qu'à côté, il y a un espace qui soit réservé à la non-mixité choisie, c'est-à-dire les trans, les femmes qui ont envie d'y C'est-à-dire aller. à la mixité, quoi. Voilà, bon, un peu tout le monde. Voilà, si tu te reconnais dans l'idéologie du genre, tu peux y aller.
Donc, il y a un groupe queer qui a décidé de faire une batucada et en fait, qui est venu se positionner exprès, ça je l'ai appris à la fin de l'événement, juste devant l'espace qui était dédié exclusivement aux femmes biologiques et qui a fait un maximum de bruit pour être certain que derrière, bah, ça dérange les femmes qui étaient là pour parler de leur vécu. Donc, tu as des femmes qui sont dans un espace public qu'on avait quand même réussi à bien délimiter et à protéger un minimum, qui parlent des violences sexuelles, des violences physiques, des violences psychologiques qu'elles subissent par les hommes, par le patriarcat. Et juste à côté, t'as un groupe qui est en train de faire plein de bruit pour empêcher ces femmes de s'exprimer. C'était aberrant. Je me dis, waouh, c'est d'accord. Donc en fait, c'est ça l'idéologie queer, l'idéologie du genre, c'est ça qu'il y a derrière. Et puis bah suite à ça, en fait, il y a eu plusieurs assemblées MeToo qui ont été faites dans des facs et qui ont fini par s'arrêter. Mais c'est des assemblées, on était tellement, enfin, je veux dire, le féminisme avant MeToo, moi j'avais l'impression d'être seule au milieu du désert, et me dire je peux pas en parler, quoi. Je sais même pas si les gens ils savent ce que ça veut dire ce mot en fait, quoi. Et quand MeToo est arrivé, c'était une explosion. Enfin, on a pu parler. Et donc ces assemblées ont été mises en place. Il y a eu jusqu'à, je crois, plusieurs centaines de personnes, essentiellement des femmes. Et puis bah un jour, il y a une personne qui s'est levée dans l'assistance et qui a dit ouais, mais là vous êtes en train d'employer le mot vagin et vous parlez de règles. Moi je me sens oppressée. Je me sens oppressée par l'utilisation de ces termes-là. Et ça a été vraiment frappant parce qu'on était plusieurs centaines de personnes, essentiellement des femmes, et parce qu'il y a une personne qui s'est levée qui a dit ah non, puisque là ce que vous dites ça ne correspond pas à l'idéologie dont moi je me réclame, ben on a modifié le discours. Et en fait, pour vous dire, il y a eu quelques assemblées, et puis bah ça finit par se déliter. Ça menait à rien de concret en termes d'organisation, si ce n'est bah il y a eu d'autres manifs et puis voilà. Voilà, et c'est comme ça que ça finit et ça a été une énorme frustration, mais pour moi ça a été aussi riche d'enseignements puisque j'ai vraiment compris très vite en fait ce que ça signifiait très exactement l'idéologie transactiviste qu'il y avait derrière et à quel point ça signifiait la silenciation et l'effacement des femmes en fait. Et puis bah après ça a été quasiment 6 ans émaillé d'accusations de transphobie, tu vas dans des événements féministes, tu dois toujours un peu te masquer, tu dois pas afficher haut et fort tes convictions, tu dois toujours un peu faire attention en fonction de qui est en face de toi, de ce que tu dis, parce que bah t'as un intérêt à rester dans cet espace d'organisation politique, donc voilà, faut pas t'afficher trop ouvertement TERF. C'est très chiant, c'est très pénible en fait. Et moi je trouve ça dégueulasse et super injuste en tant que femme de devoir me protéger et avancer un peu à tâtons dans des espaces qui sont censés être des espaces faits pour moi et pour mes sœurs, quoi. Voilà, et ça a mené jusqu'à une conférence qu'on a tenue avec DGR sur laquelle j'ai travaillé pendant 1 an sur l'écoféminisme pour en présenter une vision bah, radicale, politique, avec une analyse en profondeur qui s'inscrivait dans tout un week-end où on allait aussi faire une projection d'un film, où on allait faire tout un atelier pour les femmes le dimanche pour retracer un peu l'histoire des femmes dans la résistance écolo et féministe. Et en fait, on l'a co-organisé avec Floraison, qui est un podcast. Et ben en fait, on s'en est mangé plein les dents par les tenanciers de l'idéologie queer en face qui taxent aussi Floraison de haute transphobie. Et comme DGR est perçu comme hautement transphobe et Floraison aussi, bah les deux mis ensemble, bah c'était la fin du monde Mais pour eux quoi. c'est la classe. Attends, la haute transphobie. Ouais Waouh! ouais bah enfin ils sont vraiment Haute transphobie. c'est Il y a une c'est médaille, il y a un galon, il y a quelque chose à prendre ou pas là? Parce que eh waouh! ben je sais pas mais s'il y a un podium en tout cas je serais curieuse de voir Punaise, qui moi décroche j'espère que je serai les sur le premières podium places. quand même. Ouais, ça plus tout un tas d'autres qualificatifs. Donc putophobe par exemple, hein, puisque bah du coup quand t'es pour l'abolition de la pornographie, de la prostitution, t'es putophobe aussi. Enfin déjà on a vraiment une liste d'adjectifs à notre actif qui s'étoffe de mois en mois. C'est chouette. Et donc notamment bah notre conférence vu qu'elle était tenue par moi et par Amal, moi j'ai quand même travaillé 1 an dessus. Et suite à ça, il y a plusieurs collectifs et écolos queer qui se sont mobilisés et qui ont notamment publié tout un manifeste en disant pas d'éco-turf dans nos luttes. Voilà, ils ont inventé des nouveaux mots pour nous. Donc t'avais turf, et puis bah après t'as eu éco-turf, voilà, pour remplacer écoféministe. Donc en gros, ça a commencé avec une dénonciation sur les réseaux sociaux, voilà, ils ont commencé à appeler à cancel, puis bah voilà, il y a eu encore plein de petites menaces et insultes. Ça devait être accueilli par la maison de l'écologie à Lyon. On s'était assuré auprès de eux et elles que c'était ok, qu'ils avaient conscience qu'ils risquaient d'être attaqués. Et en fait, il y a eu un raid 1 semaine pile avant l'événement. Il semblerait que ça ait été fait exprès pour qu'on n'ait pas le temps de se tourner et de s'organiser ailleurs. Et en fait, ils ont harcelé la maison de l'écologie par mail en leur disant c'est transphobe, vous devez annuler, c'est transphobe, vous devez annuler. Voilà. Et comme ce sont quand même des gens qui sont très très forts pour s'organiser sur les réseaux sociaux, notamment Twitter et Instagram, Facebook beaucoup moins, un peu bah toutes les jeunes générations, c'est les outils numériques qu'ils utilisent.
Ils ont réussi à avoir une bonne force d'impact et du coup, le samedi soir, la Maison d'écologie a publié un communiqué sans même nous prévenir, nous, en disant le week-end est annulé. Voilà. Le samedi soir tard. Donc moi, je me suis réveillée le dimanche matin, j'ai vu ça. Plus tous les messages ont commencé à s'échanger. Mais c'est horrible, bah, qu'est-ce qu'on fait? Et bah, je vais pas vous mentir, moi, j'ai pleuré de rage, de frustration, de un an de travail, en fait. Un an de travail réduit à néant et surtout tous les espoirs que moi je place là-dedans et à quel point j'ai envie de faire découvrir l'écoféminisme aux femmes. Parce que moi, ça m'a permis de mettre des mots sur tellement de choses que on voulait vraiment rendre ça accessible. Mais en fait, comme on est un mouvement DDR qui prône l'efficacité et l'organisation, et ben en 5 jours, on a réussi à faire une levée de fonds, à trouver un nouveau lieu pour nous accueillir, à faire appel à un service de sécurité pour être sûr que les femmes et les hommes aussi qui viendraient assister à la conférence soient en sûreté. Et puis, on a aussi réussi à mettre en place un système de filtrage pour aller vérifier le profil de chaque personne qui voulait venir à l'événement, pour être sûr qu'on soit pas infiltré par des queers qui allaient finir par tout casser à l'intérieur. Et voilà, et on a fait la conférence. On a fini par la faire, la conférence, et j'en suis très fière. Elle est disponible sur le podcast Floraison. Bah malheureusement, on a dû un peu abandonner le reste du week-end, mais voilà, l'atelier Femmes et Résistance, on va le reproposer dans d'autres cadres. Et puis en plus de ça, comme ça a pas mal remué sur les réseaux sociaux, nous, ça nous a permis de gagner en visibilité aussi sur Facebook. Donc bon, bah c'est le petit bonus à côté. Et puis bah on a eu plusieurs autres demandes pour tenir cette conférence dans d'autres endroits en France. Et en plus maintenant, on sait comment faire pour ne pas être annulé. Donc c'est un On va les bah remercier. ouais, quelque part, merci. Mais d'ailleurs, on les remercie hein, dans nos conférences, on leur dit merci au début, hein, c'est gentil pour la visibilité. Bisous cœur, et puis, et puis voilà. Bisous cœur. C'est paradoxal, mais le fait est qu'on finit par devenir performante et compétente sur des choses qu'on n'aurait pas imaginé avoir besoin de faire. C'est Voilà. ça. Ne serait-ce que pour moi, faire un podcast, j'avais jamais enregistré quiconque. Bah On ouais, apprend des trucs parce mais que grave. c'est Mais la ouais. nécessité qui nous y amène. C'est la nécessité, ouais, mais c'est aussi, pour moi, c'est ben, le fait de vouloir résister, et c'est la combativité dont on est capable de faire preuve. Et moi, quand je vois toutes les femmes qui résistent et tout ce qui est déployé comme moyen, et le fait que, bah, malgré tout, on arrive quand même à se faire entendre, et il y a toi avec tes podcasts, et il y a plein d'autres supports, C'est le vrai mot juste, en fait. Cette culture de résistance qui est aussi le culture de résistance, mot-clé oui. du podcast Floraison. Oui, et c'est un des mots-clés chez DGR aussi d'ailleurs, c'est de mettre en place une culture de résistance. Et là, on est en plein dans le sujet en fait. Ouais, ben en tout cas, voilà. Bon, vous aurez l'occasion, petit spoiler, d'en reparler. Pour terminer, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Est-ce que tu voudrais t'adresser à celles qui nous écoutent et leur dire quelque chose? Oui, moi je voudrais dire que on libérera pas les femmes et les enfants si on n'entreprend pas de libérer en même temps la nature et la planète. Merci d'avoir écouté notre parole et n'hésitez surtout pas à partager le plus largement possible. S'il vous plaît, signez la Déclaration des droits des femmes basée sur le sexe, womensdeclaration.com. Rejoignez-nous, n'ayez plus peur, ensemble nous ferons changer les choses. Si vous souhaitez témoigner, contactez-nous par mail. À bientôt pour un nouveau témoignage de Rebelles du genre.